La politique d'Aristote, livre quatrième, chapitre 14. Sommaire de l'éducation des enfants dans la cité parfaite. Soin que le législateur doit donner à la génération. De l'âge des époux. Condition indispensable pour que l'union soit tout ce qu'elle doit être. Danger des unions trop précoces. Soin à prendre pour les femmes enceintes. Abandon des enfants difformes ou en surnombre. Avortement, punition de l'infidélité. Si c'est un devoir du législateur d'assurer dès le principe aux citoyens qu'il élève des corps robustes, ses premiers soins doivent s'attacher au mariage des parents et aux conditions de temps et d'individus requises pour les contracter. Ici, deux choses sont à considérer, les personnes et la durée probable de leur union, afin que les âges soient toujours en rapport convenable et que les facultés des deux époux ne discordent jamais, le mari pouvant encore avoir des enfants quand la femme est devenue stérile, ou réciproquement, car ce sont là dans les unions des germes de querelles et de mésintelligence. Ceci importe en second lieu pour le rapport des âges entre les parents et les enfants qui les doivent remplacer. Il ne faut pas qu'il y ait entre les pères et les enfants une excessive différence, car alors la gratitude des enfants envers des parents trop âgés est complètement vaine, et les parents ne peuvent assurer à leur famille les secours dont elle a besoin. Il ne faut pas non plus que cette différence des âges soit trop faible, car ce sont d'autres inconvénients non moins graves. Les enfants alors ne se sentent pas plus de respect pour leurs parents que pour des compagnons d'âge, et cette égalité peut causer dans l'administration de la famille des discussions peu convenables. Mais revenons à notre point de départ et voyons comment le législateur pourra former presque à son gré les corps des enfants dès qu'ils sont engendrés. Tout ici à peu près repose sur un seul point auquel il faut donner grande attention. Comme la nature a limité la faculté génératrice à l'âge de 70 ans, tout au plus tard pour les hommes et 50 pour les femmes, c'est en se réglant sur ces époques extrêmes qu'il faut fixer l'âge où peut commencer l'union conjugale. Les unions prématurées ne sont pas favorables aux enfants qui en sortent. Dans toutes les races d'animaux, les accouplements entre bêtes trop jeunes produisent des rejetons faibles, le plus ordinairement du sexe féminin et de forme très petite. L'espèce humaine est nécessairement soumise à la même loi. On peut s'en convaincre en voyant que, dans tous les pays où les jeunes gens s'unissent ordinairement de trop bonne heure, la race est faible et de petite proportion. Il en résulte un autre danger. Les femmes jeunes souffrent bien davantage en couches et succombent bien plus fréquemment. Aussi assure-t-on que l'oracle répondit aux Tréséniens qui le consultaient sur les morts multipliées de leurs jeunes femmes, qu'on les mariait trop tôt, sans penser à la récolte des fruits. L'union dans un âge plus formé n'est pas moins utile pour assurer la modération des sens. Les femmes qui ont trop senti l'amour paraissent douées en général d'un excessif tempérament. Pour les hommes, l'usage du sexe durant leur croissance nuit au développement du corps, qui ne cesse d'acquérir de la force qu'à un moment fixé par la nature, au-delà duquel il ne peut plus croître. On peut donc déterminer l'époque du mariage à 18 ans pour les femmes et à 37 ou un peu moins pour les hommes. Dans ces limites, le moment de l'union sera précisément celui de toute la force, et les époux auront un temps égal pour procréer convenablement jusqu'à ce que la nature leur ôte la puissance génératrice. Ainsi, leur union pourra être féconde et au moment de toute leur vigueur, si, comme on doit le croire, la naissance des enfants suit immédiatement le mariage, et jusqu'au déclin de l'âge, c'est-à-dire vers 70 ans pour les maris.
Tels sont nos principes sur l'époque et la durée des mariages. Quant au moment précis de l'union, nous partageons l'avis de ceux qui, par leur propre expérience toujours heureuse, croient que l'hiver est le temps le plus propice. Il faut consulter aussi ce que les médecins et les naturalistes ont pensé sur la génération. Les premiers pourront dire quelles sont les qualités requises de santé, et les autres apprendront quel vent il convient d'attendre. En général, le vent du nord leur semble préférable à celui du midi. Nous ne nous arrêterons pas sur les conditions de tempérament les plus favorables dans les parents à la vigueur de leurs fils. Ces détails, si l'on approfondissait les choses, ne trouveraient une place convenable que dans un traité d'éducation. Nous pourrons ici aborder ce sujet en quelques mots. Le tempérament n'a pas besoin d'être athlétique, ni pour les travaux politiques, ni pour la santé, ni pour la procréation. Il ne faut pas non plus qu'il soit valétudinaire et trop incapable de rudes travaux. Il faut qu'il tienne le milieu entre ces deux extrêmes. Le corps doit être rompu aux fatigues, sans pourtant que ces fatigues soient par trop violentes. Il ne doit pas non plus être propre qu'à un seul genre d'exercice comme ceux des athlètes. Il doit pouvoir supporter tous les travaux dignes d'un homme libre. Ces conditions me paraissent également applicables aux femmes et aux hommes. Les mères, durant la grossesse, veilleront avec soin à leur régime et se garderont bien d'être inactives et de se nourrir légèrement. Le moyen est facile et le législateur n'aura qu'à leur prescrire de se rendre chaque jour au temple pour implorer l'appui des dieux qui président aux naissances. Mais si leur corps a besoin d'activité, il faudra conserver au contraire à leur esprit le calme le plus parfait. Les enfants ne ressentent pas moins les impressions de la mère qui les porte que les fruits ne tiennent du sol qui les nourrit. Pour distinguer les enfants qu'il faut abandonner et ceux qu'il faut élever, il conviendra de défendre par une loi de prendre jamais soin de ceux qui naîtront difformes. Quant au nombre des enfants, si les mœurs se répugnent à l'abandon complet, et qu'au-delà du terme formellement imposé à la population, quelques mariages deviennent féconds, il faudra provoquer l'avortement avant que l'embryon ait reçu le sentiment et la vie. Le crime ou l'innocence de ce fait ne dépend absolument que de cette circonstance de sensibilité et de vie. Mais il ne suffit pas d'avoir précisé l'âge où pour l'homme et la femme commencera l'union conjugale. Il faut encore déterminer l'époque où la génération devra cesser. Les hommes trop âgés comme les jeunes gens ne produisent que des êtres incomplets de corps et d'esprit, et les enfants des vieillards sont d'une faiblesse irrémédiable. Que l'on cesse d'engendrer au moment même où l'intelligence a acquis tout son développement, et cette époque, si l'on s'en rapporte au calcul de quelques poètes qui mesurent la vie par septénaire, coïncide généralement avec la cinquantaine. Ainsi qu'on renonce à procréer des enfants 4 ou 5 ans au plus après ce terme, et qu'on ne prenne encore les plaisirs de l'amour que par des motifs de santé ou par des considérations non moins fortes. Quant à l'infidélité de quelque part qu'elle vienne, à quelque degré qu'elle soit poussée, il faut en faire un objet de déshonneur tant qu'on est époux de fait ou de non. Et si la faute est constatée durant le temps fixé pour la fécondité, qu'elle soit punie d'une peine infamante avec toute la sévérité qu'elle mérite.